Diane Pransky, 53 ans, et son compagnon John Kawalek viennent de rentrer chez eux après une sortie de pêche couronnée de succès. Regarde un peu. C'est à toi de cuisiner. Diane a une approche de la vie exceptionnelle. D'accord, c'est toi qui les as pêchés. Elle voit toujours le bon côté des choses. Et elle est toujours positive avec tout le monde. Elle est formidable. C'est un diamant. Un véritable joyau. Le couple est ensemble depuis 8 ans. Leur relation est très sérieuse, mais ils vivent séparément, chacun dans sa maison. Il faut que je montre ça à April. Salut maman. Regarde ce que j'ai pêché. Tous les jours, Diane appelle sa fille, April, qui vient de quitter la maison pour aller travailler en Floride. Je me souviens, quand ma mère a commencé à sortir avec John, elle allait souvent pêcher avec lui. Elle était ravie de l'accompagner à la pêche. Et je trouvais ça bizarre, parce que ma mère aimait plutôt les trucs de filles. C'est qu'elle devait vraiment l'aimer. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. On était très proches toutes les deux. Elle était triste que je parte faire mes études, mais elle me disait toujours qu'elle était fière de moi. Au revoir, chérie. Au revoir, maman. Diane travaille dans un établissement proche de son domicile, chez Théo. C'était elle, le soleil du bar. Les gens venaient chez Théo juste pour boire un verre au bar ou grignoter un bout avec elle. Ce soir-là, Diane ferme à 22h30. Sur le chemin du retour, elle appelle John. Je passe au supermarché avant que ça ferme. On se voit demain. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça a été un appel rapide. Je lui ai dit que j'étais déjà au lit et elle m'a dit qu'elle me rappellerait après avoir fait les courses. Mais elle ne l'a pas fait. Plus tard, dans la nuit, à 40 km de là, à Porter, dans l'Indiana. Femme en détresse, victime d'un braquage, d'un viol et de brûlures. Dans une station essence sur Melton Road. Il faut quelqu'un en urgence. Unité 147, j'y vais. De toute ma carrière, je n'avais jamais entendu un appel comme ça. Surtout avec 3 choses terribles dans le même appel. Braqué, brûlé et violé. Je n'avais jamais entendu ça. Sur place, la victime a déjà été prise en charge par les secours. Elle était grièvement brûlée au visage. Tous ses cheveux avaient brûlé aussi. Elle avait le visage tout rouge, boursouflé. Quand je l'ai vue, j'étais en état de choc. Je me suis demandé ce qui s'était passé. Je me posais beaucoup de questions et j'essayais de comprendre. On voit tellement de choses qui dépassent l'entendement qu'il faut devenir humain l'espace d'un instant pour apprécier la gravité de la situation avant de redevenir agent de police et de se demander ce qu'on peut faire pour aider. Il fallait qu'on sache ce qui s'était passé et retrouver le monstre qui lui avait fait ça. Je ne savais pas quoi penser. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec autant de brûlures. L'agent commissaire Sick doit reconstituer les faits. S'il vous plaît, madame. Si je n'obtenais pas cette information tout de suite, je ne l'obtiendrais peut-être jamais. Et sans elle, on ne pouvait pas espérer arrêter celui qui lui avait fait ça. Comment vous vous appelez? Diane Pransky. Vu son état, je n'en revenais pas qu'elle puisse encore parler. Sa bouche et sa langue étaient brûlées. Et elle avait du mal à parler. Je ne pensais vraiment pas qu'elle pourrait s'en sortir.
Je sais que les brûlures ont tendance à empirer avec le temps. Et en général, ça va assez vite. Ça empire très vite. L'agent Komisarczyk comprend que ces brûlures ne sont pas accidentelles. Quand j'ai senti l'odeur des produits chimiques qui émanaient de Diane, j'ai compris que ça avait été intentionnel. Je me suis dit qu'on l'avait aspergée pour qu'elle prenne feu. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Un homme avec un marteau. Diane m'a expliqué qu'en arrivant chez elle, un homme noir est sorti de son garage avec un marteau à la main. Il l'a forcée à monter dans le coffre de sa voiture. Ensuite, il l'a violée. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient vécu des situations atroces. En général, ils ne se souviennent de rien. Ils sont tellement choqués et brisés qu'ils oublient tout. Diane était tellement calme et tranquille que malgré ses brûlures, la douleur et ses difficultés à parler, elle a pu me donner toutes les informations que je lui demandais. Elle m'a même donné son adresse. Elle était très précise dans ses réponses. Elle m'a dicté la plaque d'immatriculation de sa voiture, ce qui a été très précieux, puisque son agresseur lui avait volé son véhicule. Alors que la police diffuse le signalement du véhicule volé, Diane est conduite aux urgences. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. À Lansing, les enquêteurs Chuck Whedon et Tony Curtis sont chargés de l'affaire. J'en ai eu des frissons dans le dos. Parce qu'en 30 ans de carrière, j'ai vu des dizaines d'homicides. C'est le crime le plus horrible auquel j'ai eu affaire. Quelqu'un qui fait l'effort de rouler aussi loin jusqu'à un lieu isolé pour lui mettre le feu, pour lui faire tout ce qu'il lui a fait, pour moi, cette personne a le mal en elle et c'est incurable. C'est le pire monstre que j'ai vu de ma vie. L'inspecteur Whedon commence par chercher des informations sur la victime. Je n'ai rien trouvé sur Diane, mis à part une contravention de stationnement qui datait de plusieurs années. Pas de casier judiciaire, pas de problème avec la justice. Mais le partenaire de Whedon, Tony Curtis, reconnaît le visage de Diane. Attends, je la connais. Nos filles faisaient de la danse ensemble. Quand j'apprends que j'ai un lien personnel avec une victime, l'enjeu devient un peu plus important. En sachant qu'elle a une fille, on pense au moment où elle va la prendre. Comment on va lui annoncer? Je tiens à lui dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, parce que ça devient plus personnel pour moi. Je veux résoudre cette affaire au plus vite. Il y a l'aspect humain qui entre en jeu. Ce n'est pas seulement une victime, c'est quelqu'un que je connais et qui lutte pour rester en vie. Alors on doit faire notre maximum pour elle, et pour résoudre cette enquête le plus vite possible. À ma connaissance, Diane n'avait pas d'ennemis. Elle n'avait aucune raison de penser qu'une chose pareille pouvait lui arriver. Envoyez quelqu'un chez Diane pour voir s'il trouve quelque chose. Un agent de police se rend chez Diane, à Lansing, dans l'Illinois. À 50 km de là où elle a été retrouvée brûlée vive. La porte avait été enfoncée. Plusieurs objets semblaient avoir disparu, comme des télévisions. Les câbles étaient encore là, mais les télés avaient disparu. La maison était sans dessus-dessous, ça ressemblait à un cambriolage. Aucun indice ne semble permettre d'identifier l'agresseur de Diane. Mais il découvre une piste potentielle. Le reçu du supermarché, imprimé à 23h29.
La maison de Diane n'est qu'à 3 rues de ce magasin, donc on sait qu'elle est rentrée chez elle à peine quelques minutes plus tard. C'est donc l'heure à laquelle elle a été enlevée. Je m'en occupe. L'inspecteur Curtis se rend immédiatement au supermarché. Ça nous permet de commencer quelque part. On peut aller sur place pour savoir si elle s'est disputée avec quelqu'un dans le magasin ou si elle a été suivie depuis le parking. Curtis a de la chance. Le magasin est équipé de caméras qui filment le parking et l'intérieur du supermarché. Inspecteur Curtis, je peux voir les images de vidéosurveillance d'hier soir? J'ai hâte de voir ces images. C'est la première étape pour retrouver les coupables. Allez à 23 h. Laissez tourner. Un véhicule arrive. Agrandissez. Il ressemble à la voiture de Diane. Mais Curtis ne voit pas qui est à l'intérieur. Laissez tourner. Une personne en sort. Elle est seule et se dirige vers le magasin. Passez à l'intérieur. À 23h01, Curtis distingue mieux la personne. Il s'agit de Diane. D'autres individus sont présents, mais ils ne font pas attention à Diane. Elle se dirige vers le rayon alimentaire. Quand j'ai regardé la vidéo, que je l'ai vu faire ses courses normalement, acheter à manger sans avoir la moindre idée de ce qui allait lui arriver, ça a été dur. Allez à 23h29. C'est l'heure qui apparaît sur le reçu qu'on a retrouvé chez elle. Arrêtez là. Zoomez. Très bien. Elle est sortie. Rien ne semble indiquer que quelqu'un l'ait remarqué, hormis le caissier, bien sûr. Passez à la caméra du parking. Diane range ses courses dans son coffre. Zoomez. Elle va reposer le chariot. Puis elle retourne à sa voiture. Il n'y a personne d'autre en vue. Tout a l'air normal. Quelques heures après l'agression de Diane Pransky, l'inspecteur Whedon se rend aux urgences. Quand j'ai vu Diane, allongée là sans bouger, je me suis demandé quel genre de monstre était capable de faire ça à quelqu'un. Elle avait un tuyau dans la bouche qui lui passait dans la gorge pour l'aider à respirer. Les médecins craignaient que sans ce tube, sa gorge gonfle et qu'elle finisse par s'étouffer. À ce niveau, il y avait de grandes chances que cela devienne une enquête pour homicide. On savait que l'agresseur était quelqu'un de dangereux, qu'il ne fallait pas laisser en liberté. Il fallait qu'on l'arrête le plus vite possible avant qu'il ne récidive. Alors que Whedon allait partir, le compagnon de Diane, John Kawalek, arrive aux urgences.
Je cherche Diane Pransky. Il faut qu'on parle. Est-ce qu'elle va bien? Je l'ai informé de la gravité de son état. Je lui ai dit de se préparer à la voir parce qu'il n'allait pas la reconnaître. Ils avaient peur que j'aie une réaction de rejet en la voyant dans cet état. Mais je leur ai dit que je m'en fichais, que je voulais la voir. Je voulais être là pour elle. Je suis resté un peu avec lui. Je lui ai posé quelques questions sur Diane dans le cadre de mon enquête. Vous connaissez quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? Non. Il ne comprenait pas. Elle n'avait pas d'ennemis. Ils s'entendaient très bien tous les deux. Et il ne voyait pas pourquoi on lui avait fait ça. John découvre les blessures de Diane pour la première fois. En arrivant à l'hôpital, j'étais terrifié. Elle avait des bandages partout, sauf sur une petite partie du visage où était posé le masque à oxygène. C'était assez impressionnant. J'étais très nerveux à ce moment-là. J'étais en larmes. Je lui ai dit que je serais là pour elle, de ne pas s'inquiéter, que je m'assurerais qu'elle ait tout ce dont elle aurait besoin. Tiens le coup, tu vas t'en sortir. On va à la pêche ensemble. C'était très émouvant comme situation. C'est la réalité que vivent les victimes de crimes. Excusez-moi. Monsieur Kawalek, je dois y aller. Je vous tiens au courant dès qu'on a quelque chose. D'accord. John doit maintenant passer l'appel le plus difficile de sa vie. Ça a été compliqué d'appeler April. Je n'avais jamais eu à faire ça avant. Allô? April, c'est ta mère. Elle est à l'hôpital. Il m'a dit, ta mère a été grièvement brûlée. Quelqu'un ou plusieurs personnes ont saccagé sa maison, ils l'ont agressée et brûlée. C'est pas vrai. Hélas, si. C'était la pire chose que j'ai jamais entendue. C'est pour ça que je l'ai pas cru. Je ne pensais pas qu'une chose pareille pouvait arriver à ma mère. Elle va s'en sortir? Je ne sais pas. Au poste de police, les enquêteurs recherchent la voiture de Diane. C'est Pransky. P-R-A-N-S-K-E. Oui. Le chef de la police de Porter dans l'Indiana m'a rappelé pour me dire que la voiture de Diane était équipée d'un GPS et qu'il l'avait localisée. Elle se trouvait à Holland, dans le Michigan. On avait bon espoir de faire avancer l'enquête en prélevant l'ADN et les empreintes de l'agresseur si on retrouvait la voiture. Des agents sont envoyés sur place pour sécuriser la voiture. Mais la police de Lansing est débordée. Elle tente de suivre des pistes dans 3 États différents. L'Illinois et l'Indiana, c'était déjà beaucoup pour nos équipes. Alors avec le Michigan en plus, on a été obligé de contacter le FBI. Les enquêteurs reçoivent de nouvelles informations. Les relevés téléphoniques indiquent que le portable de Diane est resté éteint toute la nuit. Les enquêteurs parviennent à le tracer de chez elle jusqu'à Porter, dans l'Indiana, quelques minutes avant que l'appel d'urgence ne soit passé. Je vais jeter un œil à la station-service. Les agents du FBI se rendent à l'endroit où le portable a été localisé pour la dernière fois. Ils découvrent un entrepôt abandonné.
Lors de la perquisition, les enquêteurs ont retrouvé les traces d'un feu. Les enquêteurs doivent commencer par s'assurer qu'il s'agit bien de la scène du crime. Ils ont besoin de la présence de caméras. En faisant le tour du bâtiment, ils ont vu que de l'autre côté de la rue, il y avait un magasin qui était équipé d'une caméra de surveillance. Ils ont de la chance. La caméra est orientée vers l'entrepôt. Le responsable du bâtiment a bien les vidéos, mais il ne peut pas les lire sur place. Il nous les envoie le plus vite possible. D'accord. Je ne connaissais pas Diane, mais je m'étais renseigné pour l'enquête. Je savais qu'elle avait une fille qui vivait en Floride. Je connaissais John, son compagnon. Je savais qu'elle n'avait pas de casier judiciaire et que c'était une citoyenne honnête, très appréciée de tout le monde. Le lendemain de l'agression de sa mère, April arrive de Floride. C'est là que j'ai découvert son état de santé. Juste à ce moment-là. Quel est le pronostic? Elle m'a dit qu'avec les victimes de brûlures au 3e degré, tout pouvait arriver. Elle pouvait développer une infection et en mourir. Les greffes pouvaient être rejetées et sans peau sur ses brûlures, elle ne pouvait pas survivre. Elle jouait sa vie. April, Je ne vais pas y arriver. ça va aller. Je ne voulais pas entrer. Je ne voulais pas voir la personne que l'infirmière m'avait décrite. Je veux retrouver ma mère. April m'a dit, et si elle ne ressemble plus à ma mère? Je lui ai dit, peu importe. C'est toujours ta mère. Ce sera toujours ta mère à l'intérieur. Je me suis approchée d'elle. Je lui ai pris la main et elle m'a serré très fort. Je ne pensais pas qu'elle aurait autant de force pour me serrer la main comme ça, vu son état. Mais j'étais contente d'être là. Et elle était contente que je sois là. Au poste de police, Ça vient d'arriver. les images de la scène de crime sont arrivées. Voyons voir ça. La caméra filme l'entrepôt, mais il est partiellement caché par des arbres. Et il fait très sombre. On ne sait pas si on va découvrir un suspect ou si on va voir ce qui s'est passé. Mais c'est peut-être l'élément qui va débloquer l'enquête. Les enquêteurs commencent à regarder à partir de 1h48. Heure à laquelle Diane est arrivée sur place d'après son téléphone. Ils savent que les images qu'ils s'apprêtent à voir risquent d'être difficiles. On a vu ce qui semblait être la voiture de Diane. Entre la distance, la qualité de l'image, l'obscurité et la pluie, on ne distinguait pas les détails de la voiture. Le véhicule contourne l'entrepôt, puis disparaît de l'écran. Mais quelques minutes plus tard, on voit des flammes apparaître. Les flammes continuent pendant plusieurs minutes. Puis, on voit le véhicule partir. Il prend la direction du nord vers la nationale. L'agresseur est sûrement au volant de la voiture. Mais il fait trop sombre pour le voir.
Plusieurs minutes s'écoulent. Le feu continue. Quand soudain, il y a du mouvement. Agrandi. On voit une forme sortir de l'entrepôt par derrière. En découvrant ces images stupéfiantes, les enquêteurs comprennent qu'il s'agit de Diane, C'est incroyable. qui est encore en feu et tente de se sauver. Diane ne parvient à marcher que 36 secondes avant de s'effondrer. Qu'est-ce qu'elle fait? On a compris qu'il s'agissait de Diane et qu'elle essayait d'éteindre les flammes dans une flaque d'eau. C'est pas croyable. Elle a essayé de se rouler dans la flaque pour éteindre le feu. Je ne sais pas si j'en aurais été capable. Je ne sais pas combien de gens auraient pu faire ça. C'est incroyable qu'elle ait réussi à le faire. Je n'ai jamais ressenti cette douleur physique et j'espère ne jamais la ressentir. Mais ça nous a tous donné envie de résoudre cette affaire rapidement. On voulait qu'elle s'en sorte, qu'elle se rétablisse, et on voulait tout faire pour résoudre cette enquête. Malheureusement, cette vidéo ne leur fournit aucune piste. On n'avait toujours pas avancé dans l'identification du suspect. Mais je voulais découvrir qui avait fait ça et je voulais qu'il paye parce que personne n'a le droit de faire subir ça à quelqu'un. Les enquêteurs reçoivent alors le relevé bancaire de Diane. Il indique que sa carte de crédit a été utilisée dans 2 distributeurs différents cette nuit-là, avant que Diane n'arrive à l'entrepôt. Les relevés bancaires de Diane indiquaient l'endroit précis où les transactions avaient eu lieu grâce à un numéro d'agence. Donc on a pu obtenir l'adresse exacte. Les policiers se rendent immédiatement sur les lieux. Nos collègues ont essayé de se procurer les vidéos des distributeurs pour tenter d'obtenir un visuel de la personne qui s'était servie de la carte. Mauvaise nouvelle à la première banque. Les caméras du distributeur ne fonctionnaient pas. À la seconde banque, en revanche, la caméra était intégrée dans le distributeur. Il visionne les images. Mais il ne voit qu'un écran vide. Jusqu'à 23h57. On voit la voiture de Diane qui s'arrête. Un Afro-Américain se penche d'impunité. On ne voit pas Diane. Ils utilisent ces techniques pour commettre leurs crimes en toute impunité. On ne voit pas Diane. Ils utilisent ces techniques pour commettre leurs crimes en toute impunité. On ne voit pas Diane. Ils utilisent ces techniques pour commettre leurs crimes en toute impunité. On ne voit pas Diane à ce moment-là. Mais on sait que cet homme l'a forcé à monter dans le coffre de la voiture. On voit l'individu prendre des billets et la carte. Puis il s'en va au volant de la voiture de Diane. Curtis réunit ses équipiers pour leur distribuer une capture d'écran du suspect.
Quelqu'un le reconnaît? C'est l'élément le plus important qu'on soit parvenu à obtenir. Le portable a été déterminant, mais le relevé bancaire et la vidéo du distributeur étaient les deux éléments essentiels à ce stade. On n'avait pas le nom de cette personne, mais on avait son visage sur une vidéo en lien avec la victime. On a décidé de diffuser cette information aux médias pour demander au public de nous aider à identifier cet individu. Juste avant que la photo ne soit diffusée, Curtis appelle April pour la tenir informée. Allô? J'ai prévenu April qu'on allait diffuser une image dans les médias. Vu ce qu'elle était en train de vivre, elle n'avait pas besoin de voir la personne qui avait fait ça à sa mère. D'accord, je comprends. Merci. Je lui ai conseillé de ne pas regarder, mais par curiosité, elle allait sûrement le faire. Sans surprise, April allume la télévision. D'après le FBI, l'homme l'a enlevé chez elle, à Lansing, dans l'Illinois, vers minuit. Il a ensuite traversé 3 États au volant de la voiture de la victime. Ces images ont été filmées au distributeur de Munster. Le suspect porte des gants et un collant sur la tête. Quand j'ai vu à la télé le visage de l'homme qui avait fait ça à ma mère, ça a été horrible. Je savais que l'homme qui avait fait du mal à ma mère était en liberté. Je n'arrêtais pas de me demander où il était et pourquoi il avait fait ça et ce qu'il allait faire à présent. Je ne pourrais plus dormir tant qu'il serait en liberté. La nuit, on attend et on espère que quelqu'un l'identifie. Je n'ai pas très bien dormi. Je suis comme ça. Les autres enquêteurs aussi. On tourne dans le lit en se demandant ce qu'on pourrait faire, ce qu'on n'a pas fait, et en espérant avoir de nouveaux éléments le lendemain matin. Le lendemain matin, les prières des enquêteurs ont été entendues. Regarde ce qu'on a reçu. Quelqu'un a contacté la police pour donner un nom et une photo. On a sorti son dossier et on a pu établir que la personne qui apparaissait sur la vidéo du distributeur, qui s'est servi de la carte de Diane, s'appelait Carlos Clay. En faisant quelques recherches, on a découvert qu'il avait un casier. Carlos Clay a des antécédents judiciaires. Il a déjà été arrêté pour avoir tiré sur un homme au cours d'un braquage. La victime a survécu. Et depuis, la liberté conditionnelle de Clay a été levée. D'autres enquêteurs ont obtenu des informations sur Clay. Il travaillait pour une entreprise de carrelage de Lansing. Et il habitait également à Lansing, à quelques rues à peine de chez Diane. Le dossier de Clay indique aussi une adresse à Holland, dans le Michigan, non loin de l'endroit où la voiture de Diane a été identifiée. On était en contact avec le FBI. Ils ont pu aller dans le Michigan plus vite que nous. Ils avaient des agents près de Holland. La police de Lansing suit à distance l'intervention du FBI au domicile de Clay. D'après mes informations, ils sont en position. Le périmètre est bouclé. Vous avez des nouvelles? On attendait des nouvelles. Une attente interminable. Ça m'a semblé une éternité, mais ça n'a pas dû durer plus de 10 minutes. C'est lui. Interpellation, interpellation.
appréhendé. Ouais. On le tient. Au fond de moi, j'avais l'impression d'avoir remporté le Super Bowl. À l'hôpital, les médecins convoquent la famille de Diane pour une nouvelle importante. À ce moment-là, on ne savait toujours pas si Diane allait s'en sortir. Les médecins nous ont expliqué que 2 personnes sur 3 ne survivaient pas, qu'elles ne se remettaient pas de ce genre de blessure. Je pensais que ma mère allait mourir. Je m'y préparais déjà psychologiquement. Pourtant, un miracle se produit. Je m'appelle Diane Pransky et j'ai survécu à une agression en septembre 2015. Contre toute attente, Diane Pransky survit à sa terrible agression. Et elle peut enfin raconter ce qui s'est passé. C'était un jeudi soir. Je me suis arrêtée à Strakeventil, un supermarché. Je suis passée à la caisse et j'ai rejoint ma voiture. J'ai rangé les courses et je suis rentrée chez moi. Un homme était chez moi. Il avait un marteau à la main. Il m'a dit qu'il voulait de l'argent. Il m'a forcé à monter dans le coffre de ma voiture. J'ai dû monter dans le coffre alors que je suis claustrophobe. Ça faisait beaucoup de bruit. J'entendais tout parce que j'étais tout près du sol. J'avais très peur. Alors que Diane est enfermée dans le coffre de sa voiture, Clay utilise sa carte de crédit et son code pour retirer de l'argent. J'ai prié de toutes mes forces pour m'en sortir vivante. « 40 minutes plus tard, Clay s'arrête près d'un vieil entrepôt à Porter dans l'Indiana. Il est venu sur la banquette arrière avec moi. Et il m'a violée. Ensuite, je suis sortie. Mais il m'a poursuivie. Il avait ses mains sur moi. Il essayait de m'étrangler. Il a serré mon cou jusqu'à ce que je perde connaissance. La laissant pour morte, il s'enfuit au volant de la voiture de Diane. Je me suis réveillée et
J'ai vu que mes jambes étaient en feu. Mais j'avais l'impression que quelqu'un me disait de me lever. Alors je me suis roulée dans l'herbe pour éteindre les flammes. C'était complètement fou. J'étais en feu et j'essayais de me sauver. Diane aperçoit les lumières d'une station-service et trouve la force d'aller demander de l'aide. Je pense que c'était spirituel. Quelque chose comme des anges, des esprits ou Dieu, je ne sais pas. En juillet 2018, Clay est jugé pour enlèvement et tentative de meurtre. Il plaide coupable. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération. Ce qui compte, c'est qu'il reste en prison pour toujours. Au fond de moi, je lui ai pardonné. Mais ça ne veut pas dire que je souhaite qu'il sorte de prison. D'avoir les images des caméras de surveillance du supermarché et de la banque, ça nous a beaucoup aidés. On ne se rend pas compte de l'importance de la vidéosurveillance dans une enquête. Des tas d'affaires ont été résolues grâce à ces caméras. La vidéosurveillance permet d'obtenir une représentation précise de ce qui s'est passé. Un témoin peut apporter un témoignage. Mais un témoin, c'est humain. Et un humain, ça peut oublier des détails, avoir une vision déformée et mal interpréter les choses. Avec les caméras, pas d'erreur d'interprétation. Les caméras rendent compte de la réalité de la forme la plus juste qui soit. Je ne suis pas partisan de la peine de mort. Mais dans l'ensemble, il s'en est beaucoup mieux sorti que Diane. Voici notre grande héroïne. Diane continue de se remettre de cet atroce cauchemar. La vie de ma mère a changé à tout jamais. Elle ne pourra plus jamais travailler. Elle ne pourra plus servir au bar comme elle aimait tant le faire. Elle ne pourra plus jamais s'occuper de son jardin, ni conduire une voiture. Elle a besoin d'une assistance 24 heures sur 24. Je n'aurais jamais pu la laisser aller en maison de repos. Alors j'ai tout fait pour la ramener à la maison. John doit tout faire pour elle. Il cuisine, il lui découpe ses aliments, il l'emmène aux toilettes, il lui donne la douche tous les jours. Elle ne peut plus rien faire toute seule. Je l'aime très fort. Et je le remercie de s'occuper si bien de moi et d'être auprès de moi tous les jours. Ça n'a pas été difficile de savoir si je devais quitter mon travail et mettre ma vie en pause pour une femme qui m'avait aidé sans hésiter et qui était toujours là pour moi. Toujours. Ma mère ne se considère pas comme une victime. Elle ne cherche pas la pitié ou l'attention pour ce qui lui est arrivé. Elle se considère comme une survivante, parce que c'est ce qu'elle est. Je me rends compte que la vie est précieuse et qu'on devrait tous prendre soin les uns des autres au lieu d'avoir autant de haine et de négativité dans ce monde.
Dans chaque organisation criminelle, une foule de rivaux se dispute toujours le trône. Mais seuls quelques-uns y parviennent. Comment de petits malfrats sont-ils devenus les plus grands parrains de la mafia? Il a débuté dans la délinquance en volant des enjoliveurs. Il y a de quoi être fier, non? Jusqu'où sont-ils allés pour arriver au sommet? Quand il tuait quelqu'un, il tuait aussi toute sa famille. Pablo Escobar, James Whittabalger, John Gotti, El Chapo. Il était sans pitié. Les rois de la pègre, demain à 21h sur Planète Plus Crime Investigation. Nous, les humains, ne sommes pas les animaux